Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain en Suisse. Vous êtes prêts? Let's go! Hello Nicolas, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël, merci pour l'invitation. Alors avec un grand plaisir. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter? Écoute, oui, j'ai 30 ans, je suis né, j'ai grandi à Genève, j'ai fait mes études en Valais à l'école suisse de tourisme et j'y ai fondé Coucou & Co, donc une société de conciergerie, de chalets et d'appartements à la base, qu'on a fait évoluer vers de l'appart-hôtel dans un second temps. Génial. Ça, tu l'as démarré en 2016. Tu étais encore étudiant, sauf erreur. Tu l'as confondé avec une personne, c'est ce que j'ai pu lire à gauche, à droite. Quelle a été l'étincelle qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat finalement? Alors, je sais pas si je peux parler d'étincelle, mais quand je parlais de mon projet à l'époque, tout le monde me disait que ça marcherait pas, que c'était pas possible, que ce serait jamais rentable, etc., etc. Mhm. Et en fait, c'était plus par esprit de contradiction de dire, je voulais montrer et je voulais prouver que ça peut fonctionner. Oui. Et du coup, c'était plus ce défi qui m'a animé que enfin, c'était ce premier défi et premier challenge entrepreneurial en fait qui m'a animé et Oui. d'aller contredire en fait tous les gens qui me disaient ouais, ça fait autre chose, ça marchera pas, et je me suis peut-être tourné dans un deuxième temps vers un aspect, je dirais, plus entrepreneurial où voilà, on parle plus de capitaux, de rentabilité, d'optimisation de process, etc. Au début, j'étais juste dans le guidon, j'étais bon, je vais montrer à tout le monde que je vais y arriver. T'as un faiseur, quoi. T'avais une idée, puis t'as dit je me lance avec ton cofondateur. Ton cofondateur, on peut en parler ou pas du tout? Et alors, il a quitté l'entreprise fin 2024. D'accord. Et pour se lancer à son compte dans une société de développement informatique. Il est développeur informatique et on a développé un outil en interne qui est maintenant, je dirais, mature. Du coup, voilà, lui, il voulait faire ça de manière plus intensive à son compte. Super. Donc, une agence web qui fait du développement. Ok. Et très brièvement, parce qu'on va en revenir après, je l'ai vu dans l'article du bilan où j'ai pu le lire aussi sur les réseaux sociaux, tu parles souvent d'Hospitality 2.0. Alors pour les gens, pour beaucoup de personnes, on voit de quoi tu parles, mais est-ce que tu pourrais juste expliquer brièvement ce que c'est avant de démarrer et dérouler justement cette interview? L'Hospitality 2.0, c'est une forme d'hébergement, je dirais, peut-être plus moderne que ce qu'on a connu aujourd'hui avec des hôtels, restaurants ou des auberges. C'est un mode d'hébergement qui allie souvent de l'autonomie du client avec de la technologie également, de la digitalisation des process et une expérience qui reste toujours personnalisée, mais très axée technologie et bien sûr aussi une optimisation des coûts et de l'efficacité opérationnelle, si je peux parler comme ça, où voilà, on cherche une rentabilité qui est un petit peu autre que celle d'un cafetier-restaurateur, je dirais, classique. Ok, hyper intéressant. Et donc vous êtes passé d'une start-up en 2016 à un acteur aujourd'hui avec plus de 300 propriétaires qui vous font confiance, même un peu plus, je crois que j'ai lu sur le site dernièrement. Quelle est la clé de ce succès? Est-ce que c'est une question humaine avant tout? Est-ce que c'est une question de business model? Est-ce que vous avez des concurrents d'ailleurs? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça? Ouais, alors 300, je pense que 300, en effet, on doit avoir pas loin de 300 propriétaires, je pense un petit peu moins, et plus de 450 appartements. Donc on a une partie propriétaire privé avec un logement, un propriétaire, et une partie plus client institutionnel, où là, justement, c'est plus des immeubles. Donc un propriétaire, un immeuble. Donc le ratio nombre de logements propriétaires est un petit peu différent. D'accord. Du coup, comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment dire, on allait un peu tête baissée, on a beaucoup transpiré. Ouais. Ça s'est pas fait en un jour. Beaucoup de remises en question. On a traversé aussi le Covid. Faut pas l'oublier. Maintenant, on est un peu comment dire, amnésique de ce Covid. Ouais. Mais alors ça, c'est une question qu'on va parler après parce que t'as quand même pris une ou deux portes, notamment, je crois que pendant le Covid, on en parlait en off. Ça, on reviendra. Mais donc ouais, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bon sens, de la vision. Et de la rentabilité. Et un peu de rentabilité à un moment, parce que sinon c'est compliqué.
Trop bien. Et quel était le plus gros défi de cette croissance pour toi et comment tu l'as surmonté? Pour moi, le plus gros défi, il était au niveau humain. C'était savoir à quel moment on agrandissait ou on agrandira l'équipe en fonction des paliers de croissance. Quand on est vraiment petit à la base, on peut pas ouvrir des postes facilement. Oui. Enfin, est-ce qu'on focus d'abord sur plutôt la gestion opérationnelle, où on se délie nous, donc dirigeants un petit peu de ça, et on met la tête un peu plus ailleurs, ou est-ce qu'on prend des supports plus pour la vente ou marketing, oui. Et on reste nous dans l'opérationnel parce que c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on fera toujours, je dirais, plus rapidement et mieux que quelqu'un d'autre, en tout cas au début. Ça c'est le premier gros défi, c'est quand on n'a pas les moyens d'ouvrir 3 postes en même temps et d'avoir des personnes qui sont vraiment dédiées à un poste à plein temps. On doit avoir des personnes aussi qui sont avec des profils un peu transverses, donc qui peuvent faire un peu de marketing, un peu des opérations. Couteau suisse. Voilà, couteau suisse. Donc voilà, au début on a un peu mille et une fonctions. Surtout que vous n'avez pas d'investisseurs, excuse-moi, tu me disais en off, vous êtes vraiment lancé à zéro, quoi, à sec. On n'a pas d'investisseurs, on n'a pas ouvert notre capital et donc aujourd'hui, je pense que en 2016, ça parlait beaucoup d'investissement dans les startups. De 2010 à 2020, c'était vraiment, c'était vraiment la mode. On ouvre son capital, on fait une levée de fonds, etc. Je sentais pas que mon produit était forcément adapté à ça. Peut-être à tort, hein. Et du coup, je l'ai pas fait et aujourd'hui, je suis heureux de pas l'avoir fait. Je regrette rien, ouais. Et du coup, tu me parlais justement que l'une des complexités de cette croissance organique, c'est de se dire, est-ce qu'on engage de l'humain pour sortir du daily business, faire du marketing, avoir des profils de couteau suisse? Mais du coup, quelle décision toi t'as pris pour justement de sortir et puis de te développer comme tu l'es aujourd'hui, parce qu'il y a 2-3 choses qui tournent, notamment dans la presse, puis on pourra en discuter après. Quel était le point clé? Déléguer tes tâches? Je pense que ça a été... Au début, j'ai pas vraiment délégué mes tâches. Comme je l'ai dit au début, en 2016, j'avais un associé qui était opérationnel dans la société qui faisait du développement informatique. En fait, notre premier collaborateur, ça a été un développeur informatique. Donc, on avait mon collègue qui était CTO et plus encore un employé qui était développeur informatique. Et en fait, avec du recul, c'était risqué. Parce que ça nous permettait pas de sortir de l'eau, de la tête de l'eau des opérations, mais ça nous permettait de construire rapidement un outil qui allait soulager nos opérations et qui allait permettre à nos opérations de pas être trop coûteuses en automatisant plusieurs processus. Et au lieu de, après coup, on a pris du personnel au niveau opérationnel, mais on en a pris peut-être 1 ou 2, ou sans cet outil, on aurait peut-être pris 3 ou 4. Et donc, en termes de charge, on était gagnant et on a pu aussi amener de la fiabilité, de la crédibilité auprès de nos propriétaires avec un outil qui était fiable, qui était transparent, Swiss-made, et qui amenait beaucoup d'innovation dans un marché qu'on avait vraiment besoin. Trop bien. Donc, c'était un peu le game changer. Et tu as été distingué parmi les entrepreneurs au monde moins de 40 ans par le magazine Bilan, donc des gens qui font l'économie de demain et qui font d'ailleurs aussi l'immobilier du coup de demain. Qu'est-ce que cela représente pour toi et ton équipe? C'est un accomplissement? Est-ce que tu en étais fier? Cette reconnaissance, est-ce qu'elle a eu aussi un impact sur ton activité ou ta vision pour l'avenir, par exemple? C'est clair que la première fois, je crois que j'avais 27 ans, on devait être 3 à moins de 30 ans, j'étais assez fier et j'y croyais pas trop. C'est un ami qui m'avait envoyé le lien pour postuler, il m'a dit vas-y postule et tout, peut-être qu'ils te prendront, etc. Et donc forcément au début ça mène de la fierté et après il y a toujours des noms et des gens qui ont fait des choses dans ces listes et dans ces sélections, qui ont fait des choses vachement plus incroyables que nous. Donc, je suis aussi, je suis aussi admiratif d'être à côté de ces gens-là et de pouvoir les côtoyer de temps en temps. Et c'est très inspirant. Enfin, ces rencontres avec les entrepreneurs sont toujours très inspirantes. Et donc, non, c'est après au niveau commercial, je pense pas que malheureusement, pas tout le monde lit le magazine Bilan. Donc, je pense pas que ça a un impact, mais je pense que oui, si ça a peut-être
encore renforcer un petit peu la crédibilité de la société. Trop bien. Enfin, du moins, j'espère. Ouais, alors après tu dis que tu sais pas si t'étais légitime, ça c'est moi je pense que c'est une vraie fierté et puis moi je le vois depuis le début aussi, on s'est rencontrés au Rents. Je trouve que ton évolution elle est assez incroyable et puis t'es quand même jeune, t'es plus jeune que moi. Donc des fois on a l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, il faut pas l'avoir. Aujourd'hui si je t'interviewe, c'est parce que vraiment je trouve que c'est intéressant ce que t'es en train de faire. T'es jeune, tu démarres, c'est pas vrai, mais en 2016, mais t'as quand même une expérience que d'autres n'auraient pas accompli à ton âge. Donc, moi, je t'invite à continuer. Puis, je suis vraiment content d'être là. Donc voilà, pas de syndrome de l'imposteur, comme on dit. On parlait d'hospitalité justement 2.0. Tu parles souvent de ça. Donc concrètement, comment toi tu définis ce concept et quelles sont les innovations qui le caractérisent? Est-ce que c'est du purement technologique ou moi j'ai pu le voir dans certains appels d'offres à gauche à droite dans les gros quartiers. Il y a aussi une grosse dimension de servicing. Etc. Ou c'est pas du tout en tout cas, c'est pas ton core business à toi? Non, alors forcément, il y a l'aspect technologique, je pense, qui est clé là-dedans. Après, il y a l'aspect service. Il faut pas le négliger. On est quand même dans l'hospitalité, donc dans tout ce qui est hôtellerie, hébergement. Donc, on doit offrir du service et on est là pour en offrir, que ce soit du support client pour s'il a des questions, que ce soit du ménage, de la blanchisserie ou de la restauration. Par contre, il y a des manières de le faire. On peut avoir un restaurant avec 15 employés matin, midi et soir et qui sert à la carte des repas, mais on peut aussi avoir des partenariats avec des gens qui font ça et on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes dans l'hôtel. On peut outsourcer ce service et l'offrir tout de même de manière très qualitative à nos clients. Ok. Et puis ça, on va revenir vraiment sur la partie immobilière après avec les fonds immobiliers et les gens qui t'ont démarché aussi parce que ça fait partie du core business aussi. Tu me parlais d'ailleurs en off de beaucoup de personnes qui venaient vers toi pour reprendre, par exemple, des projets qui n'ont pas fonctionné, notamment de résidences seniors ou d'autres concepts à gauche à droite où en fait les fonds immobiliers ou des investisseurs privés venaient vers toi pour essayer de retourner la situation. Est-ce que déjà pour toi les résidences seniors c'est un flop en général parce qu'il y a beaucoup de concepts qui sortent de ça. Est-ce que ton produit est une vraie solution pour finalement changer une affectation qui n'a pas fonctionné? Enfin, voilà, est-ce que tu peux un petit peu me parler précisément de tout ça? Bon, je pense qu'il y a 2 points. Au début, je dirais jusqu'à la période pré-Covid, jusqu'à un petit peu pendant le Covid, donc 2016 à 2020, là, on était plus contactés pour pallier à de la vacance. On avait un taux de vacances dans certaines régions de Suisse qui était plus élevé qu'à l'heure actuelle. Oui. Et je pense notamment à une ville comme La Chaux-de-Fonds. Mais c'est pas la seule, où il y avait justement une vacance qui était élevée, et on a quand même une industrie horlogère pour La Chaux-de-Fonds qui est là et qui a besoin d'héberger du monde. Oui. Et l'offre hôtelière n'est pas forcément correspondante à la demande. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un appartement meublé aujourd'hui, il permet d'allonger le séjour, d'amener plus de flexibilité et de réduire les coûts aussi, parce qu'on n'a pas besoin de manger 3 fois au restaurant par jour. Donc ça, c'était la première demande qu'on a eue et à laquelle on a répondu. Le taux de vacances depuis dans toutes ces régions a fortement diminué et je pense que c'est tant mieux pour tous les propriétaires immobiliers. Et maintenant, oui, en effet, on a été appelé aussi sur en plan B sur des projets immobiliers qui n'ont pas forcément fonctionné ou qui n'ont pas trouvé de preneur tout de suite, où les preneurs n'ont pas assumé leurs obligations. Voilà, par exemple, cet après-midi, je vais visiter une résidence senior, justement parce que voilà, ils cherchent un plan B, une porte de sortie qui soit plus viable que la résidence senior. Je pense que la résidence senior aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait tout à fait sens. Oui. C'est peut-être un peu tôt parce que les baby boomers, ils sont pas encore en âge d'être dans des résidences seniors. Et c'est le gros de la masse de la population qui va y aller. Enfin, c'est ces baby boomers là. Et aussi, voilà, je pense dans le cadre d'une réflexion d'une résidence senior. C'est toujours l'emplacement. Est-ce qu'on veut satelliser nos aînés dans les périphéries des villes, ou est-ce qu'on veut les avoir au centre, proche de chez nous, dans leur quartier d'origine, où ils ont déjà leurs habitudes et où ils vont pouvoir, prolonger
leur maintien à domicile le plus longtemps possible avant les OMS. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est la manne de la population qui a le plus de moyens, les boomers, et du coup, forcément, il faut faire des produits qui leur correspondent, et ils vont être assez exigeants là-dessus. Donc voilà, il y a peut-être quelques projets qui, je pense, ont été un peu précurseurs, et aujourd'hui, en 2025, ne répondent pas encore assez aux critères de cette population. Peut-être pour rebondir, juste pour que les auditeurs soient clairs sur l'offre que vous proposez, vous faites la location à court et à moyen terme? Exactement. Alors, on fait de la location à court et moyen terme, donc avec Coucou & Co, donc qui est la société de gestion de nos propriétés. On gère principalement des chalets, des appartements dans les stations de ski, dans les destinations de vacances, mais également, on fait également de la conciergerie Airbnb dans les villes. Ça, c'est une activité qui commence à être très régulée, donc on en fait de moins en moins, mais ça, on le fait toujours. Et après, avec la marque 99, là, on prend en exploitation, donc des bâtiments commerciaux ou sur lesquels on appose notre marque, donc 99 Appart Hotel, 99 en toutes lettres pour les auditeurs. Et puis la petite anecdote, c'est qu'une fois j'ai accueilli un groupe d'étudiants français, ils devaient avoir entre 12 et 14 ans, et ils ont vu 99 en toutes lettres, et ils m'ont demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et je me suis dit, ok, c'est réussi. Ouais, voilà, ils ont été obligés de dire 99, et je me suis dit que c'était réussi et qu'ils avaient appris quelque chose. Donc, pour en revenir à ta question, donc ouais, pour le 99, c'est vraiment des immeubles sur lesquels on fait un appart hôtel, en fait, où il y a vraiment une équipe de ménage qui est dédiée, il y a de la blanchisserie, il y a une uniformité en termes du mobilier, du standing de l'immeuble. On retrouve des kitchenettes ou des cuisines dans tous les appartements. Ça peut être des studios aux 3 chambres à coucher. Donc c'est aussi une offre qui peut être tant pour des personnes seules que jusqu'à des familles avec enfants. Et c'est vraiment comment dire, l'hôtel à la maison ou la maison à l'hôtel. Je sais pas quand. C'est un peu. On en discutait lundi pour préparer le podcast. J'avais interviewé Benjamin Favre de Next Immobilier qui avait investi dans The Babel Community en France, notamment à Marseille, où ils accueillaient des gens qui venaient par exemple dans ces hôtels où c'est plus vraiment des hôtels, c'est vraiment un lieu de vie pendant 6 mois, ils repartaient. C'est un peu le modèle que vous faites, que vous prenez ici aussi, où il y a quand même une petite différence avec eux? Alors la différence, je les connais pas bien encore. Je me réjouis de découvrir ce qu'ils font, mais je pense qu'ils sont plus sur du co-living. Donc vraiment il y a des espaces partagés, avec des cuisines partagées, où vraiment il y a une expérience où on rencontre d'autres humains dans le cadre de notre séjour. Ce qui est vachement cool pour une certaine classe de la population, ce qui correspond pas à tout le monde. Nous, c'est plutôt des appartements, enfin des hébergements, c'est pas des appartements, mais c'est des hébergements privatifs. Donc c'est vraiment ta chambre d'hôtel, mais t'as une cuisine. Enfin c'est un appartement au final. Et on privilégie pour le moment un peu moins les échanges entre clients de l'infrastructure. Mais on est aussi souvent amené à réfléchir à des projets de co-living. Je pense qu'aujourd'hui le co-living c'est vraiment comment dire une infrastructure de grande ville, de métropole. Je trouve que ici dans un pays qui est plutôt rural comme la Suisse, je sais pas si on peut dire ça, mais ça dépend. Mais on reste avec une mentalité un peu rurale, etc. Où je pense que esprit de village, quoi. Voilà, il y a peut-être un esprit de village qui permet pas forcément, peut-être à Genève ou à Zurich ça marcherait, mais peut-être pas partout non plus. Et il y a c'est peut-être pas encore adapté. Après peut-être je me trompe, et il y a sûrement des projets de co-living qui vont sortir ces prochains temps qui vont être géniaux. Mais voilà, c'est un peu mon ressenti. À voir. Ok. Donc t'as lancé 99 aussi après Coucou & Co, qui est la première chaîne d'appart-hôtel en Suisse romande. Toi, quelle est ta vision à long terme? Quel regard portes-tu sur l'évolution de ce qui est en train d'arriver sur le marché de la location en Suisse romande aussi? Est-ce que tu as identifié des défis ou des opportunités spécifiques qui se dessinent? Alors moi, j'ai comme vision de démocratiser l'offre d'appart-hôtel en Suisse, ou notamment en Suisse romande, mais en Suisse aussi. On sait qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça peut peut-être mauvaise presse, l'appart-hôtel, où c'est pas très glamour comme terme en tout cas.
Et du coup, je pense que d'avoir une marque qui soit jeune, un peu dynamique, un peu sexy, où les appartements ils sont qualitatifs et que l'expérience client est vraiment optimisée, je pense que voilà, ça a tout pour faire rayonner ce secteur d'activité de l'hôtellerie. Après, nous aujourd'hui, on a comme mission au sein de Coucou & Co avec la marque 99 d'ouvrir une dizaine d'appart-hôtels en Suisse romande, voire en Suisse. On se ferme pas de porte au niveau du Rösti-Graben. Okay. Et du coup, c'est vraiment ça notre mission qui nous anime aujourd'hui, c'est d'aller trouver les opportunités pour avoir ces 10 immeubles brandés 99 Okay. dans des situations. À savoir aussi que nous, on est attirés par les villes principales, forcément, mais on croit aussi aux villes secondaires. Là où un hôtel avec justement du staff, du personnel, qui aurait une structure de charge qui soit lourde ne pourrait pas forcément être viable. Oui. Aujourd'hui, on a un appart-hôtel devant la gare d'Aigle, où il n'y a pas d'hôtel à Aigle, à raison, je pense, qui fait un taux d'occupation entre 80 et 85% par an depuis 4 ou 5 ans. Parce que justement, on est les seuls dans cet endroit-là. On a une structure de charge qui est light et on a un produit qui est adapté à la destination. Donc ça vous permet de rester compétitif. Donc ça, Après, la vision, je me suis donné 2 ans pour en ouvrir 10. Okay. Donc d'ici fin 2026, là on en a 5 actuellement ouverts. Très bien, ouais. Et j'espère que voilà, il y a le facteur chance. Challenge, ouais. Il y a le facteur chance qui rentre là-dedans. Puis vous n'avez pas d'investisseurs, donc on n'a pas d'investisseurs et on n'achète pas le foncier. Donc il y a un moment où on doit aussi avoir le facteur chance qui rentre en ligne de compte. Okay. Après à 5 ans, je me vois bien faire ça aussi en Suisse allemande et en Suisse italienne. Vraiment, ça c'est aussi des objectifs. Après, c'est marrant parce que j'écoutais hier un podcast du fondateur de Paris Society, à Paris, qui a 15 boîtes de nuit, 20 restaurants et des hôtels. Ouais. Et il a vendu sa boîte à Accor. Oui. Et il disait que justement, depuis qu'il a vendu, il a vendu 100% du capital, que c'était une opportunité et un booster de fou d'avoir un groupe comme Accor derrière qui soutient les projets. Ça ouvre des portes. Hein. Et qu'il était en train d'ouvrir 50 restaurants dans le monde, que vraiment il arrivait à des niveaux qu'il n'aurait jamais réussi à atteindre tout seul. Et du coup, ça fait aussi réfléchir. Mais voilà, pour le moment, je me focus sur atteindre nos objectifs à court et moyen terme. Et voilà, là. Daily business. Voilà, daily business. Et voilà, on verra un peu plus tard pour l'avenir. Mais je pense que, le secteur de l'hospitalité suisse a tout à gagner à être connu. Et j'espère que, à sa mince échelle, la marque 99 y participera. Super. C'est un beau discours, d'ailleurs. Quel est Alors, je rebondis sur cette question, du coup. Aujourd'hui, pour convaincre un propriétaire ou un investisseur de faire confiance à Coucou & Co, quels sont un peu tes arguments face peut-être à... Alors, je sais pas si tu as vraiment de la concurrence, mais... Ouais, forcément. Parler des résidences seniors, mais forcément, c'est peut-être un peu plus rentable si ça fonctionne pas à gauche à droite. Alors, les résidences seniors ne sont pas des concurrents. Forcément, on a des concurrents et ils font ça très bien, que ce soit des groupes suisses ou des groupes étrangers. Je dirais que c'est une chance qu'ils fassent ça très bien, parce que sinon, ce serait un enfer. Ouais. Maintenant... Comment tu pitches ta boîte ? Pour moi, je peux faire les plus beaux slides, les plus beaux business plans, les chiffres les plus beaux possibles. Et à un moment, juste aller parler avec un propriétaire qui travaille avec nous et demander lui s'il est content du service, du reporting qu'on lui offre et si ses flux financiers arrivent en temps et en heure sur son compte. Et je pense que ça, c'est la meilleure pub. Ouais, un moment social, quoi. Ouais, le bouche à oreille, maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et on a 2-3 hôtels, notamment celui de Vevey ou celui qu'on est en train d'ouvrir à l'étang à Genève, qui sont des flagships pour la marque, qui sont considérables. À Genève, le bâtiment est tout neuf, on est au milieu d'un pôle hôtelier, on voit d'un côté le Jura, de l'autre côté le Mont Blanc, on a la vue sur la piste d'aéroport. Enfin, il y a 100 appartements dans l'immeuble. C'est un gros joli quartier. C'est le quartier magnifique, il y a Rothschild qui a ouvert en face. Enfin, c'est pour nous aujourd'hui une image qui montre, qui démontre notre savoir-faire et qui est beaucoup plus vendeur que n'importe quel discours ou approche que je pourrais faire à n'importe quel propriétaire, bien que je le fais volontiers, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui allez passer une nuit à Vevey ou à Genève chez nous et vous verrez notre savoir-faire. Super.
je vais passer la question réglementation et contraintes parce que je pense que ça peut, on peut peut-être perdre nos auditeurs sur cette partie-là qui devient technique. Mais par contre, la crise du Covid, elle a bouleversé le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, on l'a tous subi et vécu, et de la location saisonnière. Du coup, comment toi tu l'as traversé alors que finalement, tu t'étais lancé en 2016. Quelles leçons t'en as tiré? Est-ce que c'était vraiment compliqué pour vous? Tu t'es dit, mais je ferme les portes là, ça va devenir une galère. Comment tu l'as vécu? Bon, c'était les montagnes russes émotionnelles. Ouais. Du jour au lendemain, on a nos calendriers de réservation qui se vident parce que la politique est de tout annuler et tout rembourser aux clients. Ouais. Ça, c'est imposé par les plateformes. Donc, du jour à l'autre, tu as ton forecast sur les 3 prochains mois qui est à 0. Ouais. Et là, ça fout les boules et t'es content de pas avoir embauché trop de monde à ce moment-là. Après, forcément, ça passe par beaucoup de résilience. On a découvert aussi les méandres de l'administratif suisse au niveau des RHT et autres. Ça va être comme dit Constantin, l'état profond. Ouais. On a sûrement fait de ça et je dirais encore plus profond que ça. C'est que tu découvres qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, t'as pas le droit. Je crois que t'es plafonné à 3005 ou à 4000 francs d'aide par mois, alors que ta société, elle encaisse 0. C'est rude. Et que tu payes les employés. Et que tu payes tes employés et que eux, ils ont le droit à 80% de leur salaire, mais pas toi. Ouais. Donc ça, c'est rude. Et là, tu prends encore une baffe et tu te dis, ok, bon, est-ce que je veux vraiment faire ça de ma vie? Est-ce que je veux vraiment manger des claques et découvrir des douilles un peu à gauche à droite comme ça tout le temps? Donc ça, c'est une autre réalité sur laquelle il faut se confronter. Après, par contre, l'aspect, je dirais, positif qu'on a tiré, c'est qu'on a vu justement que notre offre commerciale donc de l'appartement meublé avec service, du chalet, de l'appartement en montagne. En fait, il est très résilient parce que le marché suisse, aujourd'hui les hôtels et les restaurants étaient fermés. Tous les restaurants étaient fermés, donc la personne avait pas le choix que d'avoir une cuisine dans sa chambre quand il devait voyager. Il y a un nombre de couples qui ont divorcé pendant cette période qui était juste phénoménal. Donc on a pas mal de gens qui nous appelaient et qui nous disaient le logement pour ce soir, ça fait 2 semaines là que je suis avec mon ex-femme dans l'appartement. C'est des use cases intéressants, mine de rien. Ouais. Trouvez-moi quelque chose. Et du coup, nous, on avait des studios, des appartements. Et donc là, on a vu que notre modèle d'affaires était résilient. Et l'été 2020 a été très bon pour nous parce qu'en fait, les frontières étaient encore plus ou moins fermées. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'elles étaient fermées, mais du moins, c'était pas d'un bon oeil de voyager à l'étranger. Et du coup, tout le monde a voyagé en Suisse. Tout le monde a redécouvert les régions et les atouts qu'offre la Suisse en été. Donc, tant dans les montagnes qu'au bord des lacs, etc. Et là, on a vu aussi, qu'on avait un produit qui était, en fait, qui était bien placé au bon endroit au bon moment. Trop bien. Et donc voilà, ça c'était. Finalement, ça a été. À part. C'était les montagnes russes. Mais c'est au début, c'est la catastrophe. Après, tu découvres les méandres administratives. Après, tu te rends compte que en fait, t'as ton produit qui est assez résilient et que t'arrives à remplir quand même. Et tu reprends des réservations et tu revois ton chiffre d'affaires qui grimpe. Et du coup, ça t'amène un peu de paix d'esprit et un peu de bon au cœur et un peu de satisfaction. Et oui, l'été 2020 a été très bon dû au fait des restrictions de voyage. Ok, trop bien, hyper intéressant. On va parler un peu de marketing, de personal branding, notamment pour ta part. Sur quoi mises-tu aujourd'hui pour assurer la visibilité de tes marques, Coucou & Co et 99? Quel canal fonctionne le mieux pour vous et concrètement, quel budget faut-il investir pour lancer une marque dans l'hospitalité aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner quelques tips? En tout cas, ce que tu en penses. Alors bon, dans le cadre d'une croissance organique comme la nôtre, les budgets sont pas énormes. Et on a encore beaucoup à faire. Donc c'est beaucoup, pour nous aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, je dirais, humain de nos collaborateurs, plus que de l'investissement pur et dur dans du marketing payant ou autre. On essaie de faire au mieux tout ce qui est organique, donc en termes de SEO, en termes de référencement de site web. Enfin, c'est pas toi qui es expert du marketing, tu rigoles peut-être un peu, mais non, je rigole pas parce que j'attends que tu me répondes à un truc où je vais te dire, finalement, c'est ce qui compte le plus. Pour moi, c'est le monde du réseau physique, parce que c'est bien de faire des campagnes digitales, mais moi, je t'ai connu lors d'un événement. Je te vois beaucoup, en tout cas, je te vois sur LinkedIn. Et puis, dans l'immobilier local, il n'y a rien de mieux que le réseau, finalement. Ouais, alors, après, c'est clair que connaître
personnellement les acteurs locaux, c'est forcément ça, c'est la clé. Nous, on s'adresse quand même à un public plus large avec nos sites Coucou & Co et 99. Alors ça aussi, il y a l'autre partie. Où justement, là où nous, on doit chercher de la clientèle souvent étrangère, où on doit avoir des sites qui soient bien traduits, bien à jour, etc. Et là, on a encore beaucoup de travail parce que voilà, on a eu des hauts et des bas ces derniers temps qui nous ont pas forcément, on a eu beaucoup de travail qui nous a pas forcément permis d'investir beaucoup de temps sur ces sujets-là, mais c'est quelque chose de crucial pour nous. Vous êtes référencé, sur Airbnb, Booking, etc. Ou vous faites que du Google AdWords? Non, on est référencé sur plein de plateformes de réservation, sur des clients corporate aussi, donc des grosses sociétés, sur des agences de relocation. Enfin voilà, il y a tout un monde pour trouver des clients. Mais maintenant, c'est clair que le lien physique, social qu'on peut avoir avec tant les propriétaires que le milieu de l'immobilier, que la partie plus clientèle, donc avec les corporates et les agences de location, c'est très important. Récemment, justement, j'ai accepté de me mettre un petit peu en avant sur LinkedIn avec le soutien d'une personne qui m'a forcément aidé à passer le syndrome de l'imposteur que j'avais un peu et je me sentais pas légitime. Donc, non, c'est pas toi, mais il se reconnaîtra s'il écoute. Et en effet, les résultats sont assez probants. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, le meilleur canal pour avoir des leads aujourd'hui chez nous. Et je veux juste rebondir sur une chose qui est pas notée dans les questions, mais je trouve hyper intéressant, et je pense que tout le monde aimerait savoir ça. Combien te prend Booking, Airbnb, etc. lorsque tu fais une réservation? Parce que moi, j'ai un pote qui fait des Mayens dans le Valais, et j'ai d'autres potes qui sont aussi dans la location d'appart sur Airbnb. Il me dit c'est entre 20 et 30%. C'est vrai, ou ça dépend du chiffre d'affaires? Ça dépend des modèles. Il y a plusieurs options. Tu peux être très court sur ça, mais je pense que ça intéressera beaucoup de gens qui nous écoutent. Non, aujourd'hui, Booking.com et Airbnb, c'est 15%. Ok. Ça dépend de ton chiffre d'affaires, que tu aies juste un truc à louer ou 100 000, ou t'es groupe accord, ou ça peut être variable. 15% non négociable, et j'espère que le groupe accord a des avantages, mais j'en sais rien. Ok. Et en tout cas, on n'a pas de rabais de volume. Certaines plateformes sont un peu plus gourmandes que d'autres, mais généralement, ça dépasse pas les 15% qui sont vraiment le haut de la fourchette. Ok. Donc, toutes les plateformes, c'est 15%. Donc, t'as quand même meilleur temps, on te dit toujours, de passer en direct. Quand toi, tu veux réserver quelque chose, on a toujours meilleur temps d'aller sur le site directement. Alors, surtout, en tant que client, t'as meilleur temps d'aller sur le site en direct parce que c'est moins cher. Nous, on majore pas forcément de 15%, mais on majore les réservations qui passent par, les prix des réservations qui passent par ces plateformes. Donc, du coup, le client final, s'il veut avoir le meilleur prix, il faut qu'il passe par un site internet. Ça, c'est très important. Ça, c'est un bon tip, ça aide aussi les hôteliers. Mais donc ouais, c'est toujours un coût. Par contre, je dis toujours, pour générer ce que ces plateformes génèrent, si on devait, nous, avec le montant qu'on leur paye, l'investir dans du marketing, on n'aurait pas les mêmes résultats. Ouais, puis ils sont bien référencés, ils ont des notes, etc. Mais surtout, ils ont des contrats, enfin pas des contrats, mais des partenariats de fidélité avec leurs clients. Les gens croient aussi beaucoup au système de notation de ces plateformes. Donc parfois ils sont un peu, je dirais, traites, voire rudes pour nous les exploitants. Dans la restauration, ouais. Mais voilà, les gens croient à ça, sont fidèles à ça, et ça les rassure. Et dans ce milieu de l'hospitality 2.0, l'aspect aussi sécuritaire est très important. Et du coup, les gens, ils vont aller vers de la sécurité, et ces notes amènent de la crédibilité, de la confiance et de la sécurité, du coup. Super. Ultra intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose où je viens de rebondir comme ça, je me suis dit tiens, mais ça, je suis sûr que ça intéresse tout le monde. Donc merci beaucoup. Donc ouais, tu me parlais que notamment LinkedIn pour toi c'est un canal d'acquisition, et puis probablement tout ce qui est réseau aussi. Réseau physique, pardon. On va finir par un quiz. Alors, c'est un petit quiz. Il y a 4 questions. C'est j'achète, je vends. Tu me diras ce que t'en penses. Donc, tes clients payent en crypto. Que ça soit des clients, donc des propriétaires privés, ou ceux qui rémunèrent des fonds d'investissement, ou le client final qui est l'utilisateur. En 2016, j'achète. Ok. Aujourd'hui, je vends. Ça va remonter, mais c'est juste j'achète devant, on va pas argumenter. Elon Musk rentre dans le capital de Coucou & Co. Ah, c'est clivant ça. C'est clivant, mais ouais, effectivement, j'achète, je vends.
l'homme d'affaires Elon Musk, j'achète. Ok. Moi, j'aurais dit aussi pareil. Hein. Faut pas se priver de. Mais le politicien, de génie et de technologie. je suis pas sûr que je l'achète. Ah, aujourd'hui, ça, c'est un peu compliqué, ouais. Tu développes à l'étranger, mais tu lâches 50% de tes parts. Je vends. Ok. L'IA remplace la plupart de tes employés afin d'être plus rentable. J'achète, on y travaille. Ok, trop bien. Merci beaucoup. C'est la fin de l'interview. C'était hyper intéressant. Bienvenue dans la communauté Real Insiders. On va sortir ça d'ici quelques jours. Donc voilà. Est-ce que tu voulais que je te pose une dernière question ou bien pour toi c'est tout bon? Non, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça plaira aux auditeurs. Et je pense que la dernière question sur l'IA, on pourra l'approfondir une prochaine fois parce que c'est vraiment game changer pour nous aujourd'hui. Dans l'hospitalité 2.0, on a dit il y a plein de choses qui changent, plein de choses qui sont optimisées, qui sont poussées au niveau technologique. Et l'IA est là-dedans vraiment un game changer, de passer d'un support client qui soit physique à un support client qui soit plus virtuel encore. Donc des agents IA? Par exemple, des agents IA, aujourd'hui, on teste de l'IA qui répond au téléphone. Oui. De l'IA qui répond aux demandes d'offres, de l'IA qui répond à des mails 24 sur 24, 7 sur 7, en connaissant le client, sans formation préalable, sans les problèmes RH qui sont liés à l'humain. J'adore l'humain, j'y crois profondément et je pense pas que l'IA la remplacera, mais l'IA pourra bien aider. Est-ce que tu as eu des dingueries, pour être honnête, déjà? Est-ce que tu peux... Ouais, alors j'ai vu des dingueries, mais dans le mauvais sens du terme. J'ai vu des gens qui ont lâché tout leur staff pour aller passer sur l'IA et derrière, t'as l'IA qui répond à 80% bien, mais derrière, si t'as pas quelqu'un qui pour sauver les 20%, bah, ton expérience client, elle est à zéro. Ouais. Donc, voilà, mais de ce que j'entends et de ce que je vois, et déjà, on l'a tous vu sur les 3 dernières années, ça a énormément progressé. Bien sûr, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur concierge d'hôtel, pour l'hospitalité 2.0, ce sera de l'IA. Génial, incroyable. Ok, bah je me réjouis, on en reparlera peut-être d'ici quelques années, je te réinterviewerai. Donc voilà, bah merci beaucoup, merci à toi Nicolas, et Avec puis plaisir, au plaisir. Allez, bonne journée. Ciao, ciao, merci.